Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Dans cette vidéo, vous allez trouver ma réévaluation du scénario pour le début de l'année 2026 concernant les actions. Vous allez voir que cette semaine, il s'est passé quelque chose de très particulier qui me permet de faire une réévaluation en termes de temps et de reprise de tendance haussière sur le marché des actions. Et vous allez voir que peut-être que la théorie, l'hypothèse de Paul Tudor Jones dont je vous avais déjà parlé au cours de certaines vidéos passées, à savoir une redite de la bulle de la bulle des valeurs technologiques de 1999-2000 pourrait se mettre en place au cours de l'année 2026, mais sur les valeurs IA. Donc on va parler de ça dans la deuxième partie de la vidéo et vous allez comprendre pourquoi je réévalue en tout cas la reprise de tendance à beaucoup plus court terme que ce que j'avais visualisé au cours des 2-3 dernières semaines. Allez, c'est parti. Analyse du BTC, une nouvelle semaine très propre. Vous voyez que là on a effectué un nouveau petit creux, on est allé chercher bas, on est revenu, donc très peu de volatilité. Ce qui fait que si on devait dessiner cette pattern là, on aurait un creux ici, un deuxième creux ici en formation et potentiellement si on commence à aller travailler le pivot, on aura notre séquence de retournement et de là on pourra ajuster le range market en déplaçant le support. Bon, j'arrive toujours pas, hein, les droites de Pro Real Time, ça marche pas. Alors, je vais dupliquer par le haut. Donc, on pourrait déplacer de là à là le support. Donc, pour le moment, on n'y est pas, tant qu'on n'a pas validé la cassure du pivot. Je vais laisser ça ici. Mais dans l'idée, on a potentiellement une structure de retournement qui est en construction. Donc là, l'idée, on attend la cassure et si on casse, on pourra ajuster le range, la borne basse du range, on pourra l'ajuster un petit peu plus vers ce creux. Sur le XRP, cette semaine, on est venu tester à nouveau le support, donc c'est pas la première fois, hein. On a fait un test ici, un deuxième, on peut même en mettre plusieurs des tests. Si je le remonte un petit peu, voilà, on peut parler de un test là, donc 3, 4, 5, 6. Donc vous voyez quand même 6 tests, ça commence à faire pas mal, hein. On a un véritable support qui tient le choc. Donc là l'idée maintenant ça va être de voir où se trouve la structure de retournement. Et pour qu'on parle de structure de retournement, il faut qu'on vienne tester à plusieurs reprises un petit pivot à court terme. Pour le moment, le petit pivot à court terme, il n'est pas clairement identifié, donc on va attendre son travail. Et de là, on pourra éventuellement rebondir vers le haut. Et je vous rappelle que l'image à long terme, qui est la plus importante de toutes sur le XRP, c'est la création de ce petit triangle chartiste ici, qui est on va dire une pause, un arrêt sur les ATH qui est la très bienvenue suite à cette sortie de triangle avec un plus 600% de hausse. Donc 600% de hausse, là, boum, on stabilise et de là, si on casse à nouveau à la hausse, on pourra assister potentiellement à une nouvelle ruée vers l'or du XRP. Petit point rapide sur les matières premières. Je vous rappelle que sur les matières premières, on est en train de se dégager potentiellement de cette large consolidation. Donc, on est en train de sortir vers le nord. On a eu une séance, 2 séances ici. Et vous voyez que cette semaine, on a été chercher avec peu de volatilité, une mèche basse. Ici, ce niveau, les niveaux de support, hein, vous voyez qu'on a une belle trendline. Et tant qu'on est au-dessus de cette trendline et qu'on consolide, on a toujours cette situation explosive où les matières premières pourrait reprendre une belle grande tendance au cours de l'année 2026 ou 2027. Donc là, l'idée maintenant, ça va être de soit garder des positions, soit arbitrer entre, les matières premières et peut-être un autre instrument qui permet de délivrer plus de rentabilité. Dans tous les cas, les matières premières, là, commencent à chauffer, à être mises sous pression, mais sous pression haussière. Donc ça reste tout à fait sexy ce qui se passe sur cet indice de matières premières qui est le DBC. Et il y a le CRB, il y a plein d'ETF qui permettent de s'exposer aux matières premières.
Analyse de l'or coté contre du dollar américain. Donc cette semaine, on fait la pause. On est toujours sur ce potentiel pivot. On voit que là, il y a eu très peu de volatilité cette semaine. Les fluctuations entre le plus haut et le plus bas de la semaine ont été très faibles. Et donc ça, c'est très bon signe. Dans l'idée maintenant, il faudrait qu'on latéralise pendant quelques semaines sous le pivot. Et ensuite de là, si on a la cassure vers le nord, on pourra déclencher un nouveau mouvement assez violent, un petit peu dans le style de ce qu'on a vécu au cours du mois de septembre. Ce serait quelque chose qui pourrait se répercuter, eh bien, je pense, dès le début, dès la première partie de l'année 2026. Donc, affaire à suivre. En tout cas, l'or reste, coté en euros, dans des conditions de marché qui sont extrêmement haussières, qui sont proches de mon point de vue de ce qui s'est passé en 1979-1980. Donc une situation de mouvement de bulle qui n'est pas tenable sur le long terme, mais qui à court terme peut aller très haut, très vite, très fort. L'or maintenant coté en euros, c'est le même type de situation de consolidation. Cette semaine, on stabilise, on est autour du pivot. Donc là, idéalement, il faudrait qu'on ait 2, 3, 4 semaines de partie de ping-pong entre une très très faible volatilité, donc des balles qui s'échangent comme ça au bas, et boum, cassure. Et de là, on pourrait assister à une nouvelle envolée de l'or. On va aller voir maintenant ce qui se passe sur l'argent métal. L'argent métal, lui, est en plein envol. C'est un gros rattrapage qu'il effectue. Il était en retard. C'est toujours comme ça. Si vous suivez mes vidéos hebdo depuis des années, vous savez qu'à chaque fois que je parle de l'argent métal, c'est toujours le même propos. L'argent métal, il effectue des rattrapages qui sont très violents et on va dire imprévisible, dans le sens où quand l'or est dans un cycle haussier, on ne sait pas à quel moment l'argent métal va déclencher la hausse. Donc des fois c'est un petit peu avant, le plus souvent c'est un petit peu après, mais en tout cas il effectue un rattrapage par rapport à l'or s'il est en retard. Et donc là on a eu à 3 reprises des signaux de top départ. Donc on avait bien entendu celui-ci, la grande pattern. On a eu un premier signal ici. On en a eu un deuxième là, mais vous voyez que ça a continué à végéter. On en a eu un troisième là, ça a végété. Un quatrième ici sur la rupture de ce pivot, et le mouvement est réellement parti. Donc il faut être patient quand on fait du suivi de tendance, il faut être patient. Tous ces signaux n'ont pas été invalidés dans le sens où, vous voyez, si vous étiez avec une cassure, un stop sous le dernier creux, une cassure, un stop sous le dernier creux, une cassure, un stop sous le dernier creux, à chaque fois c'était des possibilités de soit pyramider une position, soit d'entrer en position. Donc il y avait quand même 1, 2, 3, 4 signaux où il était possible de construire une position. Là, de mon point de vue, on est dans un mouvement qui accélère et on n'achète pas, comme je dis, non, je vais pas le dire en vidéo, mais Rocco, on n'achète pas Rocco quand il est en plein acte. Donc là, c'est de mon point de vue certainement pas le moment d'entrer en position. C'était pendant toutes ces périodes-là où on avait la possibilité d'entrer en position. Et je vous en avais parlé en direct live chaque semaine quand je fais la vidéo du samedi. Ces points d'entrée ont été signifiés. Donc l'argent métal, il est en plein run et potentiellement l'or pourrait le rejoindre d'ici quelques semaines. Petit point rapide sur l'euro face au dollar. On est toujours dans la création de cette structure en épaule, tête et épaule. Vous voyez que là, cette semaine, on a été chercher potentiellement, on serait en train d'effectuer le sommet. Je vous rappelle que là, au cours des dernières semaines, je vous expliquais que l'idée, c'est d'aller chercher ce support, de rebondir, de créer une nouvelle vague de hausse qui permet d'avoir une belle structure de retournement. Et là, potentiellement, cette semaine, on l'a. Donc maintenant, l'idée, ça va être qu'on redescende tester le support, ce qu'on appelle la ligne de coup de l'épaule, tête-épaule, et qu'ensuite, on la casse. Si ça arrive, on va avoir un premier objectif ici. Et je vous rappelle qu'à long terme, on est quand même dans une grande dynamique de baisse de l'euro face au dollar. Donc on peut aller chercher beaucoup plus bas. On a certes un premier objectif ici, potentiellement un rebond, et ensuite après on pourrait aller chercher la parité, voire en dessous de la parité. Donc le scénario pour le moment, de mon point de vue, il évolue, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de réévaluation, il n'y a pas d'inversion. Mon image mentale reste la même sur l'euro face au dollar. Et le dollar face à un panier de devises, je vous rappelle l'image à long terme, on est dans ce grand canal haussier en pointillé, on est aussi sur un support plein, donc là ici, la figure de retournement
en double creux se fait sur une structure majeure, hein, une double zone de convergence de support. Et vous voyez que là, on a ce magnifique pivot qui a été testé une fois, deux fois, trois fois. Là, cette semaine, on a effectué potentiellement le creux. Donc là, l'idée maintenant, ça va être de travailler le pivot, que la volatilité se contracte autour de ce pivot. Et de là, si on a la cassure, on pourra assister à une accélération. Donc, hausse du dollar, baisse de l'euro face au dollar. Pour le moment, le scénario privilégié reste le même, celui que je défends depuis de nombreuses semaines, de nombreux mois. Analyse du SP500 avec une magnifique semaine où la volatilité est en train de se contracter. Vous voyez que là, on a eu une espèce de baisse, une mèche basse et on est revenu clôturer à proximité du pivot. Donc ça laisse entrevoir la possibilité d'un scénario où la consolidation pourrait faire quelque chose comme ceci. Ce qui nous permettrait d'entrevoir quelque chose de beaucoup plus court dans le temps. Et de limite, si on a un nouveau plus haut historique d'enregistrer en hebdomadaire, de relancer le bull market quasiment entre mi-janvier et mi-février. Donc on verra si cette histoire tient, si ce scénario tient. En tout cas, la séance de cette semaine, elle nous permet d'entrevoir une consolidation assez courte dans le temps. Et ça, si je vous en parle dès maintenant, c'est parce que c'est d'autant plus visible sur le Nasdaq. Donc sur le Nasdaq 100, vous voyez que là cette semaine on a ce qu'on appelle un doji, hein, on allait chercher très très bas la mèche, on est revenu très haut et donc ça veut dire que potentiellement le creux, le deuxième creux de cette figure de consolidation serait réalisé. Donc on aurait le premier, le deuxième et c'est de là où on a la volatilité qui se restreint et ensuite qu'on peut assister au fameux breakout. Donc la cassure de continuation de tendance. Donc là, on serait éventuellement dans un petit triangle symétrique de continuation de tendance avec, en cas de cassure vers le nord, une nouvelle jambe haussière qui pourrait se déclarer dès le mois de janvier, on va dire entre le milieu du mois de janvier et le milieu du mois de février 2026. Donc ce qui s'est passé cette semaine, ça permet de rester à la fois optimiste, mais aussi d'entrevoir une fenêtre un petit peu plus courte dans le temps des consolidations qui sont en train de se mettre en place sur le marché américain et peut-être même que cette zone d'incertitude que moi j'ai reflété sur le portefeuille All Weather Impulsion qui est, je le rappelle, le noyau dur de mon futur hedge fund me permettra de repasser agressif sur les actions dès le 1er janvier. Donc ça, tous ceux qui suivent mes trades en live seront pour le constater. On va regarder maintenant ce qui se passe sur le marché européen, on va aller regarder le DAX. Et la situation est la même. Vous voyez que là, cette semaine, on a eu très très peu de volatilité entre le bas et le haut. Très peu de variations et entre l'ouverture et la fermeture, on a quasiment ouvert et clôturé au même niveau entre le lundi et le vendredi. Et vous voyez que ce que je vous avais dessiné en bleu, là pour le moment, c'est le scénario qui est en train de se mettre en place. Donc pour que ça continue sur sur une bonne dynamique, il faudrait que là, au cours des 3 à 4 prochaines semaines, on stabilise entre le pivot et ce que je viens de vous dessiner, le petit trait, ça nous ferait une petite micro-base et ensuite on assiste à un breakout, une cassure. Et donc là, on pourrait libérer le potentiel de hausse, on est en plein dans un magnifique canal haussier. Vous voyez que ça fait quand même, on va dire, ça fait pas un an, mais ça fait plusieurs trimestres qu'on est dedans. Donc là, peut-être que mi-janvier, mi-février, si on casse, on pourra assister enfin à un envol du DAX, du marché européen. On va aller voir maintenant ce qui se passe sur le CAC 40. CAC 40, lui, a déjà déclaré ses intentions de vague haussière. Là, quand on a cassé et qu'on est resté au-dessus, on avait la validation d'une nouvelle dynamique, donc un potentiel de dynamique qui est bien plus, qui est là, qui a été signalé. Et donc là, on est simplement en train de consolider. Mais vous voyez que là, cette consolidation, elle commence à se resserrer dans le temps. Ça fait 1, 2, 3, 4 semaines où la volatilité est extrêmement faible. Et donc là, l'idée, c'est à partir du moment où on va commencer à casser ce premier petit pivot en clôture hebdomadaire et ensuite ce plus large pivot en clôture hebdomadaire, on aura le top départ d'une nouvelle vague haussière. Donc ça, potentiellement, ça arrivera en même temps
Donc ce signal-là sur le CAC 40 arrivera sur le CAC 40, sur le DAX, sur le Nasdaq et sur le SP500 quasiment en simultané ou peut-être à 1 ou 2 semaines d'écart, mais ça devrait être une action, on va dire, de groupe. Donc pour le moment, je reste extrêmement haussier dans ma vision sur eh bien, les indices actions des marchés occidentaux, des pays développés, et potentiellement dès le 1er janvier, ça pourra se refléter sur mes prises de position au sein de mon portefeuille All Weather Impulsion. Et donc pour rappel, les performances live enregistrées depuis la mise en œuvre pour l'audit de mon hedge fund, de ce portefeuille, elle est ici. Donc là, c'est le screenshot de mon compte Interactive Brokers jusqu'au 1er décembre. Donc chaque mois, au 1er de chaque mois, je fais la mise à jour sur la page qui présente mon portefeuille All Weather Impulsion. C'est en description. Et vous avez ici donc les performances mensuelles de ce portefeuille. Et sur le backtest, alors il est ici, sur le backtest historique, vous avez tout simplement l'évolution de ce portefeuille avec... Dans l'historique passé, donc bien entendu, les performances passées ne présagent pas des résultats futurs, mais ça donne une bonne indication, selon moi, du comportement que j'ai créé. Je veux un portefeuille avec peu de volatilité et ensuite de là, j'observe la rentabilité, et depuis 2005, la rentabilité a été autour de 20% par an en moyenne. Donc il y a eu des phases de plateau, mais il y a eu aussi des phases de progression. On était bien au-dessus des 20% pour un max drawdown en journalier qui a été enregistré autour de -11, -12%. Donc c'est typiquement le genre de portefeuille qui correspond à ma personnalité et qui, je pense, correspond à la personnalité de 99% des êtres humains qui veulent investir en bourse. Parce que avoir une bonne rentabilité avec un risque qui est maîtrisé, c'est un petit peu une sorte de Graal. Quand on compare ça à tout ce qui nous est vendu dans la littérature de Warren Buffett et des investisseurs value, etc., où on peut se prendre des drawdowns de -50, -60, -70% et rester avec un portefeuille qui reste en perte pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans parfois. Ce sont des aptitudes psychologiques que, de mon point de vue, aucun humain n'a, en dehors de quelques psychopathes qui sont des extrémistes ultra croyants. Ils achètent des entreprises, ils ne voient que l'entreprise, que le bilan comptable, et à aucun moment ils voient leur compte de bourse qui a perdu -70%, que leur femme réclame le divorce, qu'ils peuvent pas payer les études des enfants, qu'on est en pleine crise économique forcément, donc ils savent même pas s'ils vont garder leur emploi, et qu'en gros leur retraite n'est pas assurée. La plupart des gens sont câblés comme ça. On est câblés pour réagir de manière forte face aux risques, face à l'incertitude, et c'est ce qui nous permet de prospérer en tant qu'humain. La race humaine prospère parce qu'on est câblé pour ressentir de la douleur, des émotions qui nous protègent. Donc ce portefeuille, de mon point de vue, il est vraiment construit et aligné sur le câblage émotionnel, sur l'ADN de l'être humain. En tout cas, il est câblé sur mon ADN à moi, et je pense pas être quelqu'un qui a des aptitudes particulières en termes de gestion de ses émotions. Je suis le premier à ne pas aimer la volatilité du portefeuille et à ne pas aimer ces gros drawdowns. Donc voilà, ça c'est si vous voulez en savoir plus, bien entendu, le lien est en description.